Voilà, bonjour, bonsoir. On va commencer notre dernier cours de pharmacologie qui va s'intéresser aux grandes familles de médicaments. En quelque sorte, les grands types de médicaments qu'on peut prescrire pour traiter les pathologies les plus fréquentes. Donc ce cours est vraiment d'une importance majeure parce que c'est lui la base pour comprendre la prescription. Qu'est-ce qu'on va donner? Pour être capable de comprendre comment traiter X ou Y maladie, vous saurez X ou Y médicaments, comment ils agissent et comment on les classifie. Donc l'objectif, comprendre la pharmacodynamie et le mécanisme d'action des médicaments, ainsi que leurs effets pharmacologiques, thérapeutiques, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses majeures, ce qui est important à retenir. Donc c'est ça l'objectif de ce cours d'aujourd'hui, où on va voir les médicaments, les familles les plus importantes, ainsi que les coprescriptions possibles, les contre-indications possibles, etc. Donc immédiatement, on commence par la première classe de médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc cette classe est divisée en deux types. Anti-inflammatoires de type non stéroïdien. Parce qu'on va voir qu'il y a même des médicaments stéroïdiens qui agissent de la même manière. Donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est une très grande famille qui regroupe plusieurs médicaments qui ont un nombre très élevé de principes actifs. Comment, vous allez me demander? On va voir que les AINS, ils n'ont pas seulement une seule indication, ils ont plusieurs indications. Ils sont capables d'exercer plusieurs fonctions à la fois. Donc c'est pour cela il est très très important de comprendre comment on les classifie pour être capable de prescrire le bon AINS. Donc ils ont plusieurs propriétés pharmacodynamiques, mais il faut faire très attention à la relation dose-effet. Le AINS de type salicylé, ce n'est pas comme le type carboxylé. Donc la dose, elle varie. On va voir que certains médicaments, ils ont une dose de 1 gramme, alors que d'autres, ils ont une dose de 50 milligrammes. Donc il faut faire très attention. Et ils ont de nombreuses indications, comme on a dit, parce qu'ils ont plusieurs principes actifs. Vous vous rappelez, au fur et à mesure, je vous demandais à votre avis à quoi servaient les AINS. Essayez de me dire ce que vous savez sur les AINS. Quelles sont les propriétés? ضد l'inflammation. Anti-inflammatoire, il est Anti-inflammatoire. où là? Deuxième chose. Anti-oxydative. انتي بارازيتير. Non, ماشي anti-parasitaire, oui. حيت Anti-oxydative. هذاك كيديروا لك عليه وهادو غادي ينقصوا لك لا رياكسيون انفلاماتوار. Anti-inflammatoire. Quoi d'autre? Anti-oxydative. Anti-œdémateux? Non, bon. On va pas vraiment le لا c'est pas considérer l'anti-inflammatoire anti-œdémateux. ça. Ça rentre dans Antalgique. anti-inflammatoire. Antalgique, très bien. Quoi d'autre? Hmm. Antipyrétique, contre la fièvre. Anticoagulant, Euh, parce qu'il ne permet pas la formation des thromboxanes. Vous vous rappelez, Et thromboxane A2, la oui. coagulation, etc. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre les mécanismes d'action pour mieux prescrire. Donc lorsque vous comprenez que les AINS, ils agissent où les AINS? Vous l'avez entendu des milliers de fois. Ouais, il est Tu veux dire. quelle est la cible des sur AINS? ويلي قلتوها لي 20 مره وحنا جالسين كنقراو لي سيكلو اوكسيجيناز. ما قلت قلتها ما سمعتكش قولها بجد عفاك. Ils inhibent les قلت cyclooxygénases. Donc lorsqu'ils inhibent les enzymes cyclooxygénases, ils inhibent la synthèse des médiateurs de l'inflammation, notamment les médiateurs qui causent la fièvre, les médiateurs qui causent la douleur, les médiateurs qui causent la coagulation, etc. Donc c'est pour cela qu'il est très très important de comprendre le mécanisme d'action pour mieux être capable de prescrire. Plusieurs particularités pharmacocinétiques, ça dépend des AINS. Il y a des AINS oraux, injectables, etc. Formes pharmaceutiques différentes, galéniques variées. Mais le besoin de savoir, on doit savoir quel est l'objectif thérapeutique, le terrain associé et les thérapeutiques associées aussi, pour être capable d'avoir une prescription optimale. Vous vous rappelez les interactions médicamenteuses, les terrains à risque et l'objectif thérapeutique. Donc lorsqu'on reconnaît toutes ces informations, nous sommes capables d'évaluer le rapport, je connais comment, bénéfice. bénéfice Risque. risque. Donc ce n'est qu'après avoir extrait toutes ces informations que nous sommes capables de bien évaluer ce rapport. Parce que si on oublie que nous traitons un individu âgé, on peut lui nuire parce qu'on lui a prescrit un médicament et lui, il avait par exemple des antécédents d'ulcère. Donc on peut le nuire. Donc c'est pour cela qu'on doit prendre en compte toutes ces informations pour bien évaluer quel INS choisir. On va voir qu'il y a plusieurs INS. Donc ainsi que
Lorsque l'action pharmacologique ne concerne pas la cible, on parle d'effets indésirables médicamenteux. Donc les effets indésirables médicamenteux, on va voir chaque classe, qu'est-ce qu'ils causent. Et donc c'est pour cela, il est très très important de reconnaître tout ça pour gérer le rapport bénéfice-risque. C'est bon? Donc il y a la Oui. première classe, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les principales familles, on trouve les dérivés salicylés, comme l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, les dérivés pyrazolés, les dérivés indolés, aryl carboxylique, les phénamates, les oxycames et les coxibes ou bien anticox sélectifs. Rappelez-vous de cette dernière famille surtout, parce qu'elle est très avancée. Donc pourquoi on parle des principales familles d'AINS? Parce qu'on va voir qu'il y a un tableau qui les classifie et qui nous disent chaque dérivé, il avait un type d'effet indésirable spécifique qui est majoritaire. Et nous, lorsque par exemple on trouve un individu qui présente une insuffisance rénale, on va éviter celui qui a l'effet indésirable rénal, une néphrotoxicité. Donc on va choisir une autre famille, etc. Donc ce sont des molécules différentes mais qui agissent de la même manière. Donc on peut aussi les classifier en fonction de leur temps d'action. Donc on distingue les AINS à demi-vie courte, à demi-vie intermédiaire, à demi-vie longue ou même à libération prolongée. Donc ce sont juste répartitions. Donc en fonction de ce qu'on veut, si l'atteinte elle est chronique ou bien elle est aiguë, donc on peut choisir des médicaments différents. Mais voilà. Et ainsi qu'on veut pouvoir ici le nom commercial et la dénomenclature commune internationale. Vous vous rappelez de la manière dont on référencie chaque médicament. Donc vous Hmm. voyez ici par exemple Ah. prophénide, kétoprophène, brufen. La dénomenclature internationale c'est l'ibuprofène, c'est très connu. Donc vous connaissez l'acide acétylsalicylique et l'ibuprofène et le paracétamol. Donc les deux familles sont très connues, mais maintenant nous allons voir les autres familles aussi, parce qu'elles aussi peuvent servir, ils occupent une place. Donc un petit rappel, les AINS comme on a dit, ils agissent au niveau de l'enzyme, les cyclooxygénases. Mais maintenant vous devez comprendre, nous avons les cyclooxygénases 1 et les cyclooxygénases 2. La cyclooxygénase 1, c'est une enzyme ubiquitaire qui agit partout. Et la cyclooxygénase 2, c'est une cyclooxygénase spécifique à l'inflammation. Les AINS standards, ils agissent au niveau des deux cyclooxygénases. Mais, à votre avis, les cyclooxygénases spécifiques du type 2, est-ce qu'ils seront meilleurs ou bien pires que les AINS standards? D'après هذه المعلومة اللي شرحت لكم. عاود السؤال. Donc, les cyclooxygénases, il y en a deux types. Cyclooxygénase 1 et 2. Une, elle est ubiquitaire, elle se trouve partout. Deux, elle se trouve que dans le site de l'inflammation. Donc, les AINS qui sont capables d'aller directement sur le cyclooxygénase 2, est-ce qu'ils seront meilleurs que les AINS classiques? Oui. Yes. Pourquoi? Oui ou هذا non? Expliquez-moi un peu. بحال الا كان غيكون عندك دابا بحال الساركويدوز الا كانت عندك هذيك الا مشات للان ماشي ساركويدوز غير اون فيبليس مثال ديال اون الباثولوجي فيبليس لا ساركويدوز راه هي الاوتو ايمون انت بغيتي تقول العكس حيت كتالتيري لو كور هيومان بارتو ماشي كتانفلامي بارتو كدير العكس ديال الانفلاماسيون سي سا هاد- لي سيكلوكسيجين دو وي، تيب لا، 1 صح. de type 1 puisqu'ils sont كمل. ubiquitaires نعم كمل. donc les cyclooxygénases de type 1 puisqu'ils sont ubiquitaires les AINS classiques ils vont agir au niveau du corps humain en entier donc ils ont plus d'interactions d'effets indésirables notamment regardez ici cyclooxygénase 1 il se trouve au niveau de l'estomac le risque d'ulcère au niveau du rein le risque d'insuffisance rénale les plaquettes qui causent l'anticoagulation donc syndrome hémorragique etc. Donc vous remarquez que les AINS standards, ce sont eux qui ont les effets indésirables qu'on va parler après. Mais avec le développement de la recherche et tout, on a trouvé qu'il y a de nouveaux anti-inflammatoires capables d'agir seulement au niveau des cyclooxygènes de type 2. Et les cyclooxygènes de type 2 sont spécifiques de l'inflammation. Donc on ne va pas altérer le corps humain en entier. Et c'est ce qu'on va voir ici. Les AINS classiques, ils inhibent les deux. Et c'est pour ça que les AINS classiques ont les effets indésirables de ulcère, néphrotoxicité et syndrome hémorragique. Alors que les cyclooxygénases 2,
les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2, ils n'induisent pas vraiment ces effets indésirables. Et rappelez-vous, les AINS, leurs indications sont plusieurs, notamment antipyrétiques, anti-fièvre, anti-inflammatoires, contre les médiateurs de l'inflammation, et antalgiques, antidouleurs. Et donc, c'est pour cela qu'on peut les indiquer dans plusieurs atteintes. Ils ont aussi le rôle d'anti-agrégants, mais voilà. Donc, un petit rappel, qu'est-ce qui se passe? Donc, la cyclooxygénase, qu'est-ce qu'elle faisait? La cyclooxygénase, bon, elle lisait l'acide arachidonique. Mais l'acide arachidonique pour nous donner les médiateurs de l'inflammation. Mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Vous voyez en haut à gauche le COHOH. C'est quoi l'acide dial? C'est quoi l'anti-inflammatoire non stéroïdien qu'on ingère? Après absorption au niveau de l'estomac, ça va stimuler la sortie de l'hydrogène, donc l'acidité gastrique. Et c'est ce qui cause le risque élevé d'ulcères. Vous savez, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils causent des ulcères. Ils peuvent causer les ulcères. C'est un effet indésirable très fréquent. C'est pour cela, à votre avis, quelle est la coprescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens standard? Les IPP. Les IPP. IP. Très bien. IPP pour éviter l'effet indésirable. Quoi d'autre? On peut induire la formation du caillou. Parce que oui, non. On peut induire la formation? Non. Elle a dit que c'est une réaction. Puisqu'il y a un problème, nous bloquons la synthèse de thromboxane, le cœur va commencer à la synthétiser. Et c'est pour cela que ça augmente le risque de formation de cailloux. Mais dans le corps, généralement, il y a un syndrome hémorragique. Ça peut aussi induire réaction allergique, ça dépend, ce sont des effets indésirables rares. Donc, هذوما les effets indésirables possibles. نعم محمد. باش اقول لي خويا ديك ما سمعتهاش واش قلتي سميتو كنت كتقول هذاك كاين على اليسار Les cyclooxygènes sont au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac. علاش les AINS causent les ulcères? Les AINS, lorsqu'ils sont absorbés au niveau de l'estomac, ils vont liser une barrière à l'intérieur, une barrière lipidique. Parce que les anti-inflammatoires, ils dégradent, mais ils dégradent. Et les anti-inflammatoires, ils ont cet effet-là. Et lorsqu'ils lisent la barrière, donc la cellule ديال l'estomac, les فيها شي مشكل, elle va induire la sortie de l'hydrogène plus que la normale. Et elle va altérer l'épithélium gastrique. Donc une acidité excessive, épithélium gastrique anormal, le mucus qui est malade, et ça va induire la formation des ulcères. C'est pour cela que quelle est la coprescription la plus fréquente? Non. sorti ولا لونطري دايرين نتوما لونطري Cellule épithéliale entrée. وهذا هو ulcère راه l'acide كيولي كيجرح l'épithélium. لاصيد غيدخل بزاف ليستومو غيجرح Oui, هذاك الولسير l'ulcère. Ouais, c'est ce dont on parle. Ah, là, d'abord, l'acidité de l'estomac, il est كتطلع. Elle est plus élevée. Parce qu'il y a une rupture des barrières de défense. Flux de bicarbonate, flux de thromboxane. Ou des prostaglandines, سمح ليا. Les prostaglandines ما بقاوش. Donc les méthodes de défense de l'estomac ما بقاوش. ياك. C'est pour cela que l'acidité de l'estomac, maintenant, elle peut atteindre la cellule gastrique. Parce que sa barrière a diminué. Et l'acidité de l'estomac, c'est que là. Le prostaglandine, normalement, elle devrait tamponner. Elle devrait aider mais puisqu'il n'y en a plus, l'acidité maintenant est capable d'agresser l'épithélium. Et la formation des ulcères. Donc c'est pour cela la coprescription avec les IPP, les antiacides, pour diminuer l'acidité de l'estomac et combler avec les pertes de prostaglandine. Donc voici un tableau de toutes les familles. Et regardez ici. Les dérivés salicylés, ils ont surtout un effet indésirable de gastrotoxicité, trouble de l'hémostase, les deux majeurs, le syndrome hémorragique parce qu'on n'a plus la synthèse des plaquettes, mais chez les plaquettes, le trouble de l'agrégation des plaquettes, et la gastrotoxicité parce que les pyrazolés, les carboxyliques, etc. Mais vous regardez, il y a des familles meilleures, comme les coxybés. Les coxybés, vous allez voir, comme je vous ai expliqué, il y a des dérivés qui sont spécifiques de la cyclooxygénase de type 2. Et s'ils sont spécifiques de la cyclooxygénase de type 2, donc on réduit immédiatement les effets indésirables. Parce que la cyclooxygénase 2, c'est elle qui est spécifique de l'inflammation. Et c'est pour cela que les molécules JDAD à droite,
huma sont meilleures. Mais bien sûr, elles sont plus chères. Donc si c'est inaccessible, on va donner l'acide salicylé avec l'IPP. Et donc on va éviter le problème. C'est bon? مم. Très bien. Donc voici les interactions médicamenteuses possibles. Si on donne par exemple les AINS avec les corticoïdes, le risque d'ulcère il augmente. Si on donne les AINS avec les antivitamines K, on a le syndrome hémorragique parce que les antivitamines K, vous étiez l'aspirine. Que font les antivitamines K? أكثر الكواغراسيون. Facteur qui نقصوا لك الفيتامين K ou qui نقصوا لك les facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Donc l'individu il est déjà dans le syndrome hémorragique et vous lui donnez l'aspirine, les l'AINS. Donc vous augmentez le trouble d'hémostase. Autre exemple, la néphrotoxicité. Si on l'associe avec les diurétiques, regardez à droite. Les aminosides aussi. Les aminosides, c'est un antibiotique qui est très connu pour avoir une néphrotoxicité. Il y a aussi l'association avec le lithium, le cyclosporine, tacrolimus, mais bon, juste les associations à faire très attention. Les interactions médicamenteuses très graves. C'est bon? Oui. Mm. Donc, quand est-ce qu'on va prescrire un AINS? D'abord, avant tout, il n'y a pas de prescription standard. Ça veut dire qu'on doit toujours nous référer au tableau et au cas par cas donner un type d'AINS. Donc, toute prescription d'AINS doit faire l'objet d'une évaluation personnalisée. Donc, on prend en compte de l'état de l'individu. Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il y a polymédication? Est-ce que c'est une femme enceinte? Etc. Et évaluer le rapport bénéfice-risque en prenant en compte de l'indication, le terrain physiopathologique et du malade et les traitements en cours, comme on a dit. On doit prendre toutes les informations nécessaires de l'individu qui peuvent nous orienter vers une optimisation et raffiner la posologie. Donc lui donner ce qui est meilleur. Les indications, comme on a dit, des AINS, elles sont multiples, dues à leurs plusieurs propriétés actives, antipyrétiques, anti-inflammatoires, antalgiques, blablabla. Mais les contre-indications majeures, rappelez-vous, ce seront l'ulcère, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale sévère. Donc, les contre-indications les plus importantes qu'il faut faire attention lors de la prescription d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. Mais si stéroïdien, la famille Mulbel. Les AINS classiques, ils sont contre-indiqués au-delà du 5e mois de la grossesse. Alors que les COX-IB, spécifiques de la cyclooxygénase type 2, sont contre-indiqués pendant toute la grossesse. Donc, ce sont juste des facteurs à ajouter. Donc, ici, nous avons un schéma à droite qui nous montre la démarche. Donc, la première prescription, qu'est-ce qu'il y a? Un patient. Non, Mohamed. هذاك كوكسيبي اللي كتشوفي قبيله عنده سيت سبيسيفيك في داك كتشيني شنو هذاك Le cyclooxygénase de type 2. كتاجي تما باش كتنقص لك لي سميتو لي زيف انديزيرابل حيت شنو قلت لك على cyclooxygénase de type 2 حيت هو اللي كيمشي حيت هو اللي ريسبونسابل ديال لانفلاماسيون هو اللي spécifique voilà اللي كيكون في l'inflammation. Donc si nous sommes capables d'agir directement sur cyclooxygénase 2 et non pas le type 1, donc nous agirons directement, autrement dit, sur quoi? دونك با دو في هذيك سبيسيفيك نيشان Voilà, nous agirons directement sur l'inflammation. C'est pour cela, ce tableau, نرجعوا ليه. شوف les COX-IB. Est-ce qu'ils ont une toxicité comme les dérivés salicylés? لا Ils ont une toxicité minime. وكاع كاين احسن منهم لي فينامات. شوف لي تبارك الله. pas d'effet indésirable. تقريبا. هذاك سوليسيلي هذاك يكون كوكسي 1. لا qu'ils ne différencient pas. Ils agissent sur 1 et 2. Et 2 juste. 1 et 2. Donc voilà. Voici un tableau qui résume la succession d'étapes. Donc la première prescription, qu'est-ce qu'il y a? L'individu patient arthrosique symptomatique. Donc on veut traiter les symptômes. Soit douleur, fièvre, blablabla. Donc est-ce qu'il y a une alternative aux AINS? Oui, comme les antalgiques, donc on donne les antalgiques. Oui, donc on donne d'autres médicaments. S'il n'y a pas d'alternative ou bien notre traitement a échoué, donc on va choisir les AINS maintenant. Mais quel AINS choisirons-nous? Si le patient il ne trouve aucune contre-indication et pas de risque, on donne directement l'AINS seul. Par contre, s'il y a des facteurs de risque, notamment soit les antécédents d'ulcère, donc on donne IPP, les IPP ou bien gastroprotection. Si l'âge est élevé, on donne directement l'IPP encore une fois. Et s'il présente le syndrome hémorragique, c'est ma coprescription des antivitamines K, faire très attention que les ulcères peuvent saigner. Donc on donne encore une fois les IPP. C'est, comme vous le remarquez ici,
la protection concerne majoritairement les IPP. Parce que dès que le syndrome hémorragique, il ne va se manifester que lorsque l'ulcère saigne, normalement. Il ne va pas faire un hématome spontané ou quelque chose d'autre. Parce qu'on n'a pas un trouble de la paroi. C'est juste que le trouble de la coagulation. C'est bon? Donc pas besoin de... كتعطيهم ليه بجوج Oui. هو اللي يديرهم بجوج Ah. Donc voilà, un patient pour lequel une prescription d'AINS est envisagée, qu'est-ce qu'on réfléchit sur quoi? On cherche, est-ce qu'il y a un risque lié? Est-ce qu'il y a un trouble digestif, cardiovasculaire, rénal, blablabla? Donc maintenant qu'on connaît, on doit le prendre en compte, les traitements associés. La prescription est interdite en cas de prise d'un autre AINS, d'un anticoagulant ou d'un antiagrégant plaquettaire. Parce que comme vous le savez, si on associe les deux à la fois, alors il fait le risque majeur d'hémorragie. Donc la coprescription est interdite. Mais il faut faire attention on prend avec lui un diurétique par exemple, ou bien un inhibiteur de l'enzyme de convertase. Donc ça cause aussi un problème de la néphrotoxicité, mais il faut suivre. Donc vous remarquez les degrés. La contre-indication absolue et maintenant la contre-indication à prendre en compte. Donc maintenant que ça y est, nous avons traité la INS, on doit évaluer l'effet. Donc on doit chercher l'individu s'il commence à présenter les effets indésirables. Donc soit nous avons une situation à faible risque, donc c'est pas grave, on le dit. Si tu présentes quelque chose, dis-le nous, mais sinon ça va le baraka, on l'a traité. Il rentre chez lui et il reprend sa vie normale. Mais s'il est dans une situation à risque élevé, donc le suivi, il doit être plus vigilant. Il doit être plus rigoureux. Parce qu'il présente le risque d'ulcère, le risque de saignement, le risque de néphrotoxicité, le risque de hépatotoxicité. Les AINS, dans une quantité très élevée, ils causent l'hépatite. Donc voilà, lorsqu'il présente ces risques élevés, réévaluation, etc., précaution d'emploi. Donc bien sûr, il faut informer le patient de ses précautions. On doit lui dire, donc il faut l'informer avant tout. Parce que si vous n'informez pas le patient sur la posologie et les risques et tout ça, il risque de ne pas suivre le médicament et de ne pas suivre le traitement. Et s'il ne le suit pas, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc après l'information, et comme on a dit, toujours on doit avoir une réévaluation du rapport bénéfice-risque. Si lors du traitement, il commence à présenter les ulcères, on doit changer le traitement. Si lors du traitement, il commence à présenter une insuffisance rénale, on change le traitement, etc. C'est bon? On a dit la démarche à suivre. Donc modalité de choix, on choisit en fonction de ce qu'on veut. Si on veut des propriétés antalgiques, on peut choisir soit les AINS ou bien antalgiques avec antipyrétique. Donc les deux à la fois, ou bien les AINS directement. Situations dans lesquelles un AINS est recommandé dans le cas de la douleur, dans le cas de la fièvre, dans le cas des pathologies aiguës, colique néphrétique, crise de goutte, migraine, dysménorrhée, dues à leurs propriétés antalgiques légères. Les pathologies inflammatoires chroniques, elles aussi, c'est comme un traitement palliatif pour diminuer la douleur, pour diminuer l'inflammation, pour stabiliser la pathologie chronique. Donc, les situations très fréquentes dans lesquelles on peut prescrire un AINS d'une manière ou d'une autre. Mais comme on a dit, il faut toujours prendre en compte de tout. S'il y a une maladie associée, s'il y a un terrain à risque, donc on choisit le médicament correct. Comme vous avez vu, alors l'AINS, il y en avait plusieurs. Il n'y en a pas un seul. Donc, dans le cas des douleurs, on prescrit un AINS seulement. Notamment en cas d'échec des traitements antalgiques, on lui donne l'AINS. Dans le cas des pathologies aiguës, on lui donne l'AINS seul, ou bien associé avec un traitement pour une courte durée aussi. D'autres traitements pour une courte durée aussi. Dans le cas des pathologies chroniques, on peut associer certains médicaments qui sont capables de traiter les symptômes eux aussi. Mais il faut faire attention aux interactions. Donc on peut se prescrire un AINS, ou bien un complément d'un traitement de fond lors des poussées évolutives. Par exemple, les pathologies inflammatoires chroniques, si elle a une poussée aiguë, lors de la poussée aiguë, on peut lui associer un deuxième médicament, par exemple. Et bien sûr, la voie d'administration adéquate. Donc voici un tableau qui nous montre tous les dérivés qui existent, tous les médicaments les plus connus, et les informations nécessaires à se référer. Bien sûr, le tableau quand même. Mais lorsque vous allez être médecin et commencer à prescrire, vous pouvez voir ce tableau, encore une fois,
pour savoir quel type de dérivé lui prescrire. Donc regardez ici, les plus connus, les dérivés salicyliques comme l'aspirine. Regardez ici, le ratio de COX-1, COX-2. Il n'est pas vraiment sélectif, elle est presque 1-1. Elle est même plus que 1-1, donc ça veut dire que l'aspirine, elle agit sur COX-1 plus que COX-2, donc 3,12. Alors que si on descend en bas, on trouve les anti-COX-2 sélectifs, les COX-IB, qui ont un ratio 0,05. Ça veut dire qu'ils ciblent directement COX-2 au lieu de COX-1. C'est bon? La cyclooxygénase. Donc voilà, c'est un tableau très utile. Voilà l'ibuprofène qui a, et ça remontre la posologie quotidienne. Vous regardez que certains médicaments ont des posologies de l'ordre de grammes et d'autres en milligrammes. C'est bon? Donc voilà. Ah, Maintenant, nous allons passer à la deuxième grande classe de médicaments qu'on va prescrire, notamment les antalgiques. Les antalgiques, comme le nom indique, c'est un médicament qui est capable de diminuer la douleur. Donc les antalgiques, on va les diviser en trois classes, en trois degrés. À votre avis, le premier degré sera quoi? minime. بلي Minime, sexe. oui, mais voilà, à votre avis, يلا شنو دابا؟ هادو اللي قبل منهم. لاينس. Les AINS. Les AINS sont des antalgiques de degré 1. Et le degré 3 là هو البنج. هو البنج من الاخر. Opioids. Fentanyl. La fentanyl. Opioids. Très bien, la fentanyl, la morphine. Ensuite, on a le degré 2, les opioïdes faibles. Comme la codéine. Les et autre opioïdes. chose. Les opioïdes. Et le degré 3, le fentanyl, ce sont des opioïdes forts. Les antalgiques, comme on a dit, c'est la famille des médicaments capables d'inhiber la douleur. Donc les antalgiques, on les divise en trois paliers. Le palier 1, ce sont des antalgiques non opioïdes. Ça veut dire qu'ils n'agissent pas au niveau du système nerveux. Parce qu'on va voir les opioïdes, c'est quoi? Par exemple, l'acide acétylsalicylique, paracétamol, les AINS, etc. On a le palier 1, les antalgiques faibles. Ensuite, nous avons le palier 2, les antalgiques de type opioïde mais faibles, comme la codéine et autres molécules. Ensuite, le palier 3, les antalgiques forts, les opioïdes forts comme la morphine, la fentanyl, la méthadone, etc. Donc bien sûr, comme vous le remarquez ici, nous ne donnons pas immédiatement le palier 3. Nous passons d'un palier à un autre si celui d'avant n'est pas suffisant. Dans le cas où les AINS ne sont pas suffisants, on passe au palier 2, par exemple. Donc voici la pyramide d'OMS. Comment on réfère à classifier les antalgiques. Le palier 1, la référence, c'est le paracétamol. Donc nous avons les AINS et les AAS, l'aspirine. Ensuite, le palier 2, ce sont de type codéine. Ce sont les dérivés, les opiacés faibles. L'opium, tramadol, etc. Et le palier 3, ce sont les opiacés forts, comme la morphine, fentanyl, méthadone, etc. Donc, les dérivés opiacés, les opiacés? C'est quoi l'opium? Donc, vous devez savoir que le nom, il est obtenu dû à un composé chimique cyclique, qui est capable d'aller au système nerveux et d'inhiber l'influx nerveux directement. Parce que vous devez savoir, quelle est la différence entre le palier 1 et le palier 2? Pourquoi les opioïdes ou les non-opioïdes? Le palier 1, à votre avis, il inhibe quoi? La réception. Les médiateurs de la douleur. La bradykinin, vous vous rappelez? Ouais. Le mécanisme d'action des paliers 1. Alors que le palier 2 et 3, il inhibe le système nerveux, la nociception. C'est ça la différence. Les opiacés sont capables d'agir sur le système nerveux. Alors que le palier 1, il agit sur les médiateurs de la douleur, dans le sang. Il agit sur les constituants de la douleur. Vous avez compris la différence d'abord? Donc, Ouais. on peut aussi donner un traitement adjuvant. Un traitement adjuvant dans le cas où on connaît la cause de la douleur. Par exemple, les corticoïdes pour inhiber le système immunitaire, si l'origine est auto-immune. Les diphosphonates, je ne sais pas exactement pourquoi. Les antispasmodiques, s'il est d'origine musculaire. Les meilleurs relaxants, la même chose. Et les co-analgésiques pour stimuler nos antalgiques. Donc, les traitements adjuvants pour augmenter l'effet de notre traitement. Parce que vous devez savoir, la douleur, alors c'est atroce.
La douleur, elle a vraiment ما تتمناها لتا واحد. Imaginez avec moi, vous avez une migraine un jour qui dure 48 heures. Une migraine. 48 heures et votre tête vous fait mal, vous ne pouvez rien faire. Vous allez supplier n'importe qui pour vous donner un traitement pour arrêter la douleur. Donc nous avons besoin parfois de donner ce traitement adjuvant pour arrêter la douleur. Parce qu'elle est atroce, parce qu'elle est insupportable. Vous vous rappelez la caractéristique de l'algie? La Non, migraine. non, ديك trigeminale. Hein? L'algie ديال le trijumeau, le nerf trijumeau. Vous vous rappelez, راه كانت لي caractéristique ديالها راه اه Ne cède pas au traitement. là, mais elle cède au traitement bien sûr de palier 3, mais elle peut pousser l'individu au suicide. C'est pour ça que vous devez comprendre que la douleur, là, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit agir vite et l'arrêter. Parce que vraiment, c'est une expérience insupportable pour n'importe qui. انا واحد نهار هادي بلاش خلقتها ستريم حتى ما خصهاش تكون في ستريم اخويا. Donc voilà, تاخذ comme on a dit, المورفين. parfois les traitements adjuvants sont nécessaires pour que le traitement devienne efficace. Donc voici un tableau qui nous montre les antalgiques, surtout comme les adjuvants, soit les antispasmodiques, s'il est d'origine musculaire, les myorelaxants, la même chose, les corticostéroïdes, s'il est d'origine auto-immune, anticonvulsants, d'origine nerveuse, antidépresseurs, etc. Les noyaux gris centraux, comme عارفين داكشي كامل. Où est-ce que l'origine d'Yalom, donc le traitement adjuvant lui aussi doit être ciblé. L'échelle thérapeutique que ça dépend de si la douleur persiste. Si le niveau 1 est inefficace, on passe au palier 2. Si le niveau 2 est inefficace, on passe au palier 3. Et bien sûr, à votre avis, quel est le risque majeur des paliers 2 et 3? l'addiction. L'addiction, la dépendance. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention pour la prescription de ces médicaments. Donc voilà. Donc maintenant on va parler du palier 1. Les antipyrétiques de type paracétamol. Donc mode d'action central et inhibition des synthèses de prostaglandines et les autres médiateurs. Le délai d'action c'est inférieur à 2 heures. La demi-vie d'action c'est 4 heures. La dose maximale à ne pas dépasser c'est 4 à 6 grammes par jour. L'AMM elle nous dit 4 grammes par jour. Parce que vous connaissez tous que si vous prenez 3 à 4 grammes de paracétamol, hépatite immédiate, hépatite aiguë. Donc voilà, dose minimale efficace c'est 500 mg où on aura l'effet de l'inhibition des médiateurs de la douleur. Donc les principaux effets secondaires, l'hépatotoxicité, elle est rare en dessous de 6 grammes. Mais lorsqu'on dépasse, ça peut ça peut faire l'hépatite. Il y a aussi l'effet indésirable de toxicité si insuffisance hépatique, ou bien alcoolique, ou bien utilisation prolongée. Donc ce sont les principaux effets secondaires à faire attention. Les voies orales ou voies intramusculaires ou intraveineuses, ça dépend des médicaments qu'on utilise. C'est bon? ياسين نعم. كيفاش هذيك سنترال فين تقدر زعما central. ولا Mode mode d'action d'action. central et inhibition synthèse prostaglandine. Pour être honnête, central بالضبط. Central fait علامة استفهام. Est-ce qu'il agit directement sur le système nerveux ou non? On ne sait pas. Ok. Mais on est sûr qu'il inhibe la synthèse des médiateurs de l'inflammation et de la douleur. Ensuite, l'aspirine, voilà. Vous vous rappelez, on a dit que l'aspirine et les AINS avaient 5 propriétés importantes. Antalgiques, antipyrétiques, anti-inflammatoires et anti-agrégants. Donc, demande les effets de l'aspirine. Donc, on peut la prescrire pour sa propriété antalgique. Donc, les antalgiques centraux, ou les types opiacés, ils agissent sur les terminaisons nerveuses où ils inhibent l'entrée du calcium. Donc, s'ils inhibent l'entrée du calcium, ils inhibent la transmission de l'influx nerveux. Et lorsque l'influx... Voilà, donc il inhibe la transmission de l'influx nerveux et donc ça arrête, ça interrompt la transmission nerveuse. Donc la douleur, la nociception n'atteint plus le système nerveux central. Donc on ne ressent plus la douleur. La douleur, elle faisait partie de quelle voie? Nociceptive. Nociceptive, mais quoi? Quel type? Thermoalgique. Thermoalgique, mais quoi d'autre? واحد السمية كنا كنقسموا على 2 types. Spinothalamique. Extralémniscal, الله يخليكم. Extralémniscal. Des fibres de petit diamètre, vitesse lente. Vous vous rappelez les caractéristiques? فيتاس ماشي أي. لونط Vitesse lente. La vitesse C'est la lente, voie هذيك. extralémniscale. Lemniscal, بحال التاكسي الابيكريتيك هي les vitesses rapides. Donc la codéine.
La codéine, c'est un alcaloïde de l'opium. Donc c'est un opium, l'opiacé faible, qui a un effet antitussif, antidiurétique aussi. L'effet antalgique, 5 à 6 fois plus faible que la morphine. Et la morphine, c'est le palier 3. Donc, c'est la référence. Délai d'action, 30 minutes. Et durée d'action, c'est environ 5 heures. C'est le binge. Le codéine, ce n'est pas le binge complet. Mais la morphine, c'est le binge entier. Tu ne ressens plus rien. Le métabolisme, il est surtout hépatique. Et l'élimination, elle est urinaire. Il est seul sous la forme d'un dérivé, la dihydrocodéine. Dicodène, c'est un médicament très, très connu, d'une durée d'action de 12 heures, ou on l'associe avec le paracétamol et à l'aspirine. Dans le cas des comprimés, par exemple, Compralgil. Donc c'est un médicament associé. Donc comme on a dit, on peut parfois associer deux médicaments à la fois pour augmenter l'effet. Les effets secondaires possibles, soit une constipation, parce qu'il a un effet diarrhéique, donc il peut induire la constipation, la nausée, les vomissements, l'allergie, bronchospasme, dépendance, toxicomanie et surdosage. Donc ce sont les effets secondaires à suivre et voilà, pour éviter. C'est bon. نعم. غير غير اون بارونتيز هذاك مؤخرا حيت كان دابا كاين واحد الدواء سميتو كودوليبران فيه كوديين وباراسيتامول كودوليبران وكان بلان اي واحد يقدر ياخذه فهمتي ولكن من ولا كيتاخذ بزاف بنادم ولا كيستعملوا باش ديبوندونس فهمتي توكسيكوماني كودوليبران كانت هذاك surtout que لقاو كانه يقدروا يبغوايوه pour augmenter l'effet. Vous vous rappelez le mécanisme de l'image, ils prennent une gélule, ils la brisent en deux et dissolent. Quand ils broyaient le codolipran pour augmenter son effet. Ah, vous voyez, donc le risque de dépendance est très grave. Ensuite, nous avons le chlorhydrate de tramadol. C'est un autre opiacé de type faible. Donc mélange racémique d'un énantiomère. Donc c'est juste une forme différente de l'opium avec une forte affinité pour les récepteurs mu. Et un inhibiteur de la recapture de la sérotonine est monoaminergétique. Il agit comme l'opioïde. Donc voilà, juste pour parler un peu, mais il agit au final sur la terminaison nerveuse et l'influx nerveux. Donc pour au final l'interrompre. L'effet antalgique, il est de l'ordre 4 fois moins puissant que la morphine. Son délai d'action c'est 30 minutes et la durée est 6 heures. Les comprimés à libération immédiate comme le Contramal, Topalgique, à 50 mg. Où nous avons une libération prolongée, donc une durée plus longue, dans le cas du Contramal Topalgique de 100 mg ou bien 200 mg, et le Zamudol de type 50 mg. Donc voilà, juste rappelez-vous à peu près les molécules les plus importantes et comment on les donne, ainsi que le mode d'action. Les effets secondaires, ils ne sont pas exactement les mêmes comme ce qu'on vient de voir. Donc ils peuvent induire la constipation, encore une fois, nausée et vomissement, le trouble neurologique lui aussi, mais il n'a pas vraiment de risque toxicomonogène. Donc il n'y a pas de risque de dépendance, ce n'est pas comme la codéine. Et bien sûr, comme on a dit, lorsqu'on traite avec un médicament risqué بحال هكا, nous avions la stratégie. Notamment, nécessité d'augmenter progressivement les doses, si il est inefficace, et lorsqu'on a terminé le traitement, est-ce qu'on va l'interrompre immédiatement? Non, لا de لا manière Non, progressive. on diminue progressivement pour éviter le syndrome de sévrage. Très bien. Donc les antalgiques, ياسين définir... رجع شنو Oui. بس واش شخص نحفظو كان Non, ما هذيك تحفظش. اللغة ماشي هادشي كامل، هادشي كامل ماشي خصك تحفظ. تجي نوبتك وتبدا تحقر هادشي بوحدك ودير الكسام وغتعرف شنو اللي كتحفظ ولا لا. قول لي صاد هذيك اللغة ديال سميتو علاش ما كيعطيش ريسك ديال توكسيكوما Toxicomanogène. Pour être honnête, exactement pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. كوديين كيعطي Codéine هو qui a بحال oui. تقريبا حيت- تقريبا بجوج بحال واحد عنده افكت على من الاخر حسب الريسبتور محمد وقيل ها وقيل على حسب الريسبتور فهمتي كاين فرق في الريسبتور اللي كيدير فيه وقيله ما Pour être honnête, exactement pourquoi il n'a pas le risque, je ne sais pas. تقلب عليها وقول لي من بعد. قلب عليها بالضبط باش نفهمو، صافي؟ Voilà. Et comme on a dit, lors des antalgiques, il faut faire très attention et définir la bonne posologie. Donc on doit trouver la dose optimale et qui est définie par la dose la plus faible efficace. A priori, la mieux tolérée. La dose la plus faible efficace qui est encore tolérée. Et qui est efficace, comme on a dit, capable de donner l'effet antalgique.
C'est pour cela, par exemple, chez le sujet âgé, comme on a dit, augmenter progressivement. On ne donne pas une dose immédiatement élevée. On cherche la dose qui est efficace. Donc la meilleure posologie est personnalisée, ça veut dire qu'elle varie d'un individu à un autre, et privilégie l'administration le soir. Ainsi que la durée de traitement, elle doit être sujette à une réévaluation permanente. Ça veut dire toujours, on cherche, est-ce que l'individu, il présente une amélioration, donc le durée de traitement, on peut l'arrêter. Vous vous rappelez, liste des stupéfiants, il y avait des traitements qui ne duraient que 7 jours, maximum. 14 jours, 28 jours, en fonction de la gravité. Donc on devait réévaluer en permanence, est-ce qu'on doit continuer le traitement ou bien c'est bon, on peut diminuer et l'arrêter. Donc la posologie idéale, elle serait définie par le rapport risque-bénéfice, le meilleur à l'instant T. Et chaque fois, on doit réévaluer ce rapport, le réévaluer. S'il présente un rétablissement, donc par exemple, on peut passer d'un médicament de palier 3 au palier 2. Ça y est, parce que la maladie a disparu. C'est bon? Très bien. Ensuite, comme on a dit, il y a deux types de douleurs. Des douleurs liées à le tissu qui est malade, mais il y a des douleurs neurogènes. Ça veut dire que c'est le nerf lui-même qui est malade. Et dans ce cas, les traitements de palier 1 immédiatement sont inefficaces. Donc dans ce cas, on va chercher ceux qui vont agir sur le système nerveux, notamment les antidépresseurs tricycliques qui vont inhiber la transmission qui vont inhiber شي ياسين حاجه في السيستم نيرفو. نعم ياسين. الميغرين سي هادو تريتمون. نعم. واش الميغرين كتمشي مع التريتمون؟ تقدر ما تخرجهم ولا Oui, la migraine c'est quoi ياسين؟ شنو هي la migraine؟ دولور اللي كيجيك في راسك. في الراس. Pourquoi؟ باثولوجي عندك نيرفوس. شي فكره؟ باثولوجي نيرفوز. وي. ديزيدراتاسيون بارفوا تقدر تكون عندك مينانجيت ولا شي حاجه ولكن هذيك Elle peut être secondaire à quelque chose كيما كيقول لك دابا صلاح، mais elle peut être primaire idiopathique غير هكاك واحد النير ما عجبوش الحال، ماشي واحد النير، ان ensemble de nerfs ما عجبوش الحال وبداو كيضروا فيك. Il commence à stimuler la nociception. Et la migraine vraiment elle est très atroce. La crise ديال migraine elle dure entre 2 à 48 heures. هذيك خصك تعرف. راه كنا قلنا أها. انه ne répond pas aux antalgiques. Elle كنا répond pas répond aux pas هو antalgiques. قال لك يسولك على Là, les ماشي antalgiques يسولك هو de على type 1, les antalgiques de type 1. Le type 2 et 3 peuvent diminuer la migraine. مالو ما كتبوهم اللي قالوها ما قالوهاش. قال لك فين ne répond pas aux antalgiques بصفه عامه فين مكتوبة في هذه؟ الكور ديال سيميولوجي. شناها في الكور ديال فيزيو. مهم تنعاودو نتحققوا من هذه. مي كيرا جينيرالمون اصلا الناس كيشربوه على قبل غير اي ان اس فهمتي اه دولي بلان ولا شي حاجه داكشي باراسيتامول صافي كيمشي داك دولي ما عرفتش يمكن اي كاتب لك انه ريبون با aux antalgiques ستاندار. هذه كتكتبوا في الكور، ما كانش كاتب زعما لي زونتالجيك سبيسيو. لا بون لا جو سي سور زعما اذا عطيتيه المورفين راه ما يبقى يحسب والو. راه جو سي سور بصح راه ما يمكنش اصاحبي، راه ما يمكنش تقول لي انا المورفين انيفيكاس. كتفكروا هذيك راه عرفتي راه بحال هكا كتبنجد دخلوا البلوك وباقي باغي شي يحس. راه صافي نعس اخويا، راه نعس. دخلتي ليه دروك. Oui, donc dans le cas des douleurs neurogènes, comme on a dit, les antalgiques standards de type 1 sont inefficaces, c'est pour ça qu'on cherche des molécules spéciales dans ce cas. Soit neuroleptiques dans le cas de l'épilepsie, anticonvulsants lors de la crise d'épilepsie ou les convulsions, etc. Donc voilà, le traitement des douleurs neurogènes qui sont spécifiques maintenant parce qu'elles ne sont pas d'origine d'un tissu. Elles sont surtout nerveuses. Donc si on lui donne un médicament qui n'agit pas sur le nerf, ça va être inefficace. شنو Voilà. هذيك اللي نقول لك نسيت نيروليبتيك باش تحيد ليبيليبسي، باش تنعس لو نير خم باش حيت ليبيليبسي سي نيروليبتيك. باش نتاكد. لا ماشي ديال اللباس واقع ديال بسيشيك واقع شي مرض بسيشيك. انتي بسيكوتيك. وي واخا راه كتنعس السيستيم نيرفو. Son médicament pour traiter certains troubles, notamment la schizophrénie et sur le psychisme, sont indiqués pour réduire les symptômes caractéristiques du trouble psychotique. Le neuroleptique agit sur la dopamine et plusieurs propriétés pharmacologiques, notamment antidélirantes, anti-hallucination, anti-confusion, anti-désémotive. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc juste, c'est ce qu'on cherche spécifiquement dans le cas des atteintes nerveuses. Donc voilà, c'est tout concernant les antalgiques. Pour résumer, on les classifie en 3 stades.
et en fonction de l'atteinte, on prescrit un stade, un degré, un palier spécifique. Ensuite, la troisième grande famille de médicaments, ce sont les AIS, les anti-inflammatoires stéroïdiens. Et donc, les anti-inflammatoires stéroïdiens, on distingue le plus connu, le plus important, la physiologie endocrine. Dès qu'il y a des propriétés anti-inflammatoires, qui inhibent le système Corticoïdes. immunitaire, les corticoïdes, les glucocorticoïdes. Donc, les Cortisone. glucocorticoïdes, c'est le troisième, c'est les AIS. Donc, les anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est la troisième grande famille de médicaments qu'on peut prescrire. Donc, les glucocorticoïdes, comment ils agissent? Bien sûr, vous comprenez très bien que les glucocorticoïdes, vous vous rappelez, la biochimie clinique, on avait vu que même le glucocorticoïde avait une propriété minéralocorticoïde. Ça veut dire que quand on a À une forte rétention dose. à forte dose, Hmm. très bien. Donc, c'est un effet indésirable, rappelez-vous. Donc, là, le corticoïde, donc, nous voyons l'effet. Donc, qu'est-ce que tu as? Le cortisol, alors comme vous vous rappelez la physiologie, a un effet anti-inflammatoire et un effet immunosuppresseur. Tout simplement. Vous vous rappelez parce que le cortisol, comment il agissait? Il y a اللي يذكرني juste الجمل كنقلب فاهم كي عليهم. نقص نعم قلنا مليون مرات. اللي ذكرني بجوج بالضبط. لا اذا قلتي شي حاجه غلط غنسكتك ونقول لك صافي الله يجعل البركه. مي جوست الجمل بالضبط qu'est-ce qu'il induisait deux effets. D'un point de vue du système immunitaire, نعطيه نقطه 1 point. وعاودنا قلنا هاد كورتيزون قولها. يلا عاودها دابا ها انت عاقل عارفها قولها دابا اذا جات عندك نقطه. بلاتي نجمعها مزيان بلاتي تجمع باش هو يولي يقول لك اكزاكتومون فاش قلت لك عندك فرصه واحده دابا بديتي كتخمم يا قلتها 1000 مره يلا عاودها مره واحده اخرى وصافي. قلنا 1000 مرة عاقل ولكن نبدا نفكر نقول لك الاولى ونبدا نفكر فيه. اكزاكتومون. لا حيت كون كنتي زعما قادر تقولها ايميدياتمون صافي نحبس ولكن مازال غتبغي تخمم حتى تكون واثق 100%. نزيد انا كنفكر جوج الجمل كيدير الكورتيزول. à votre avis ce sont lesquels? L'équité paradoxale. ها هو الانديس. إيش؟ يلا فكروني شنو كان كيدير الكورتيزول؟ بون ما يمكنش بلاتي هي جوج. عندكم 5 سكوند. عاقل صافي عرفتهم قولهم. سير قول. انا اتوقعت واحده باقا لي الثانيه فاك سير جا لقيت كنفكر فيها. اول حاجه كدير ايبيغلوكوسيتوز ياك. خير صافي الله يجعل البركه. والله هذيك اللي كنت قوي نقلب عليها هذيك اللي كنت هذيك اللي كنت ما لا ديك تنساوهاش. الساعه كان L'hyperleucocytose كيديرها الكورتيزول مي il inhibe les médiateurs ديال l'inflammation دونك هذوك les globules blancs كاملين فين حبيت على العلاقه ديك المره donc voilà. تبارك الله. Mais comme on a dit, à forte dose, le cortisol, ils peuvent induire des effets minéraux, donc minéralocorticoïdes, donc rétention d'eau et fuite de potassium, rétention hydrosodée et fuite de potassium. Donc c'est l'effet indésirable majeur. Ou l'effet indésirable secondaire, à votre avis, c'est lequel? Quand tu injectes le cortisol, je sais pas. Le syndrome, syndrome de syndrome de Cushing. Cushing. Très bien. كلشي Quand tu injectes le cortisol, il a injecté بزاف syndrome de Cushing. Et la troisième conséquence, c'est l'insuffisance surrénale lente. حيت هو بقى كي انجكتي الكورتيزول السورينال غتنعس حيت الكورتيزول كتير il va inhiber la CTH et il n'y a pas d'ACTH donc le surrénal va s'hypoplasier. L'hypoplasie, l'hypotrophie, etc. C'est bon? Vous avez compris d'abord les glucocorticoïdes que je redamine. Donc les glucocorticoïdes, ils ont une action anti-inflammatoire supérieure. On l'utilise surtout dans les cas de les crises anaphylactiques. On donne les corticoïdes pour inhiber immédiatement le système immunitaire. Et ensuite, ils ont une action minéralocorticoïde inférieure. Et la durée d'action est plus longue. Donc, ce sont les glucocorticoïdes de synthèse, etc. Donc, le cortisol, un petit rappel. Tous les glucocorticoïdes de synthèse sont dérivés du cortisol, l'hormone naturelle. Le cortisol est synthétisé dans le cortex surrénal, un petit rappel de l'endocrinologie. Donc vous vous rappelez l'hypothalamus, hypophyse. Hypophyse nous donnait la CTH et le cortisol, le rétrocontrôle négatif. Donc les glucocorticoïdes, donc l'ADN, il est synthétisé, qui déroule le noyau, etc. Lorsqu'il est transcrit, il nous permet... l'effet des glucocorticoïdes, lorsqu'il se fixe, il va induire la néoglucogénèse. Parce que vous vous rappelez que le glucocorticoïde, il est hyperglycémique. Le cortisol, il est surtout maximal le matin,
maximale le matin pour nous permettre هذيك le degré d'éveil, le fiaq, في الصباح باش تكون نايض مزيان. Donc c'est ce qu'il agit. Regardez l'image à droite. Il se fixe sur le récepteur et il induit la néoglucogénèse, catabolisme des protides, et la tension artérielle elle augmente, etc. Pour qu'on se réveille, pour bien commencer. Il participe dans le cycle circadien, le rythme circadien. باش تفيق مزيان الصباح وتعيا في الليل. Donc les glucocorticoïdes, ils ont des effets anti-inflammatoires, des effets immunosuppresseurs et des effets pro-apoptotiques. Donc ils induisent la mort cellulaire pour la régénération, etc. Donc les propriétés thérapeutiques, comme on a dit, anti-inflammatoires, anti-allergiques, immunosuppresseurs. C'est pour cela les indications sont les réactions allergiques sévères, dans le cas de l'œdème de Quincke, choc anaphylactique, urticaire géante, les réactions inflammatoires sévères, choc septique, laryngite suffocante, syndrome malin des maladies infectieuses, laryngite suffocante, laryngite suffocante. Mais vous comprenez, c'est surtout pour sa propriété pour endormir le système nerveux, pour que l'individu ne meure pas durant la crise. Lors des infections pulmonaires comme l'asthme, fibrose, les maladies auto-immunes comme l'anémie hémolytique, PTI, donc LED, PR, etc. Divers comme la maladie de Crohn, anti-émétisant des chimiothérapies, transplantation d'organes. Ça aussi très important lors des transplantations d'organes. Parce que vous reconnaissez que pour le rejet d'une greffe, c'est le système immunitaire qui l'a fait. Mais les glucocorticoïdes à dose forte sont immunosuppresseurs. Donc vous devez savoir que les individus qui prennent une greffe qui n'est pas à 100% compatible, on peut les prescrire du corticoïde pour la vie, à vie, pour qu'il n'attaque pas sa greffe. C'est bon? Donc c'est le principe des glucocorticoïdes. Donc voici les différents types. On peut avoir soit le cortisol, cortisone, les molécules bzaf. Donc elles diffèrent en fonction de leur activité glucominérale. Regardez le ratio. Regardez la demi-vie courte, demi-vie intermédiaire, demi-vie biologique, dose équivalente, etc. Donc les glucocorticoïdes, bien sûr, il y a aussi les différentes voies. نعم محمد. عليا دابا من غدير ترانسبلونطاسيون دورغان الكور ديالك غيبغي يدير اون رياكسيون ولكن انت غتعطيه هذيك لي زيمينوسيبريسور باش يهبطوا ليه داك اي pour ne مش pas avoir ميزان. une réaction qui va tuer هذاك الترانسبلانتاسيون. وشنو داك اونتي ايميتيز anti-émétisant تقيا ايميتيز émétisant لا ها؟ ماشي تقيا émétisant لا. اي anti-émétisant قال هي تقيا باش ما يتقياش غتكون هذيك بحال ديك تو ايميتيزون. contre les vomissements آه. et les nausées. Donc pour arrêter les vomissements chez les chimiothérapies par exemple كتعاون معاه بالcorticoïde. Exactement pourquoi je ne sais pas pour être honnête. بصح دابا حيت كيديروا شيميوثيرابي ديما كيكون فيهم تقيا حتى شي Voilà. يعني Donc les voies d'administration, comme on a dit, il y en a plusieurs. Ça dépend de quel type on veut utiliser. Donc ça dépend pour contrôler les concentrations locales, pour réduire la dose, éviter les effets systémiques et le coût réduit. Donc comme on a dit, il y a plusieurs raisons pour choisir une posologie à une autre. Donc voilà, les voies locales, soit spécifiquement développées pour la voie locale, soit par percutanée ou bien nébulisation, soit utilisées par voie générale intra-articulaire, intramammaire, sous-conjonctivale, donc le qatra, etc. Ensuite, les voies générales sont intraveineuses, per os ou bien intramusculaires, etc. Donc les voies d'administration sont différentes et chacune a des indications spécifiques. Et comme toujours, je le répète et je le redis toujours, on doit toujours évaluer le risque-bénéfice-risque. Et en fonction de ce rapport, on choisit la voie meilleure, la meilleure voie possible pour éviter les effets négatifs et essayer d'atteindre l'effet désiré le maximal possible. Donc la corticothérapie, on distingue deux types. Soit elle est courte, maximum de 10 jours, ou bien prolongée, justifiée. Dans le cas par exemple de greffe ou autre chose. Le greffe, autre chose. Donc voilà. Donc lorsqu'elle est prolongée, justifiée, on ne doit pas arrêter brutalement. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la corticothérapie, elle induit l'insuffisance surrénalienne directement. Parce qu'il n'y a plus d'ACTH. Et donc la surrénale, elle est presque morte, entre guillemets. Donc le moment où il arrête son traitement, parce que le cortisol c'est une hormone vitale, ainsi que les autres hormones du cortico-surrénal. Donc il faut suivre la surveillance clinico-biologique. Le régime alimentaire doit être riche en protéines parce que le cortisol il dégrade les protéines. Il doit être aussi riche en potassium parce qu'il élimine le potassium.
et réduire la posologie petit à petit lors du sévrage pour ne pas éviter les problèmes. C'est bon? Très Oui. bien. Le syndrome de Cushing, encore une fois, c'est un effet secondaire. Le syndrome, c'est la maladie. La maladie est centrale. Le syndrome est secondaire. Très bien. Ouais. Les vergetures pourpres, vous vous rappelez. L'obésité facio-tronculaire, les caractéristiques canines. C'est bon? Voilà. Ensuite, nous avons les médicaments du système digestif. Donc, on va parler surtout des médicaments de l'estomac. Donc, les antiacides. Donc, les antiacides et protecteurs gastriques. Donc, je vais vous demander une question. Vous avez au niveau de l'estomac, on veut diminuer l'acidité. Qu'est-ce que vous pouvez réfléchir pour diminuer l'acidité à votre avis? On va donner quoi? Il y a la cellule, ZPP. les IPP, oui. Les IPP, ils agissent sur le pôle apical. Mais quoi d'autre? Est-ce que c'est la seule chose qu'on peut faire? Non. نقدروا ناجيو على هذوك ا تي لي بي سيلول هذوك لي بومب ا تي بي ديال سميتو الواحد في نأغمونتو البيكربونات ندير نعم. سيلول باغيتال. Des prostaglandines, là? Non, il n'y a pas vraiment de médicaments. Je ne sais pas si y a ou non, mais je pense à autre chose. Donc pour vous aider, on peut agir soit ici, ou bien ici. Pour vous tracer ce qui se passe. Donc à votre avis, quels sont les 3 modes d'action des antiacides majeurs? Donc le premier, oui, quelque chose. On agit sur la cellule elle-même, soit par inhibiteur de pompe à protons, ou bien inhibiteur de récepteur de l'histamine, anti-H2, vous vous rappelez? Ouais. Donc H2 fait le pôle basal et IPP fait le pôle apical. Mais quoi d'autre? Directement devant la cellule, qu'est-ce qu'il y a? La mucus. Le mucus, très bien. Donc on peut appliquer un gel pour diminuer, pour augmenter le mucus protecteur. Mais quoi d'autre? Ça va aider, on peut agir au niveau du gel. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'estomac? لونتر هذاك Là, mais brich une structure anatomique, brich le contenu. C'est quoi ça? À l'intérieur de l'estomac. شيم C'est l'acide directement. On peut directement agir sur l'acide. Les antiacides qui vont diminuer les protons, diablo. Donc ce sont les 3 modes d'action des antiacides. 3 grands modes d'action. C'est bon? Ouais. إذا كلا شي خونا bon ما غنقولش كلا شي solution basique mais غير كلا quelque chose capable de tamponner l'acidité. Ça va la diminuer. هي اللي قلت لك بلي هي كان شي حاجه فيها بيكربونات. Bicarbonate, très bien. On peut manger le bicarbonate, ça va tamponner l'acidité. Donc les antiacides, il y en a plusieurs types. Donc soit on a les inhibiteurs de pompe à protons, et rappelez-vous, il y a le médicament anti-H2. Anti-H2 pour bloquer l'histamine, parce que l'histamine, elle aussi, elle stimule la sortie de l'acide. Voilà, donc l'inhibiteur de pompe à protons, vous connaissez très bien l'IPP, pour que l'H+ ne sorte plus. Et voilà, la stimulation, c'est surtout sous l'effet de la gastrine et le nerf vague. Ce sont les 2 éléments qui stimulent l'estomac. La gastrine, c'est par autostimulation, etc. Donc pourquoi on donne surtout ces antiacides? Pour éviter par exemple les ulcères et les reflux gastro-œsophagiens. Surtout le signe, la pyrosis, comme je vois en haut à droite. Pyrosis, ce sont les remontées acides qui sont ressenties au l'œsophage, derrière la bouche. La hmodia. Donc pour éviter les reflux gastro-œsophagiens et les ulcères, parce que l'acidité en excès, c'est aussi un risque d'ulcère, donc on prescrit les antiacides. Le mécanisme d'action, comme on a dit, on peut soit agir au niveau de la cellule, et donc inhiber les récepteurs, soit inhiber le récepteur H2, inhiber le récepteur de vague, inhiber la gastrine, inhiber le prostaglandine, ou bien inhiber la pompe à protons. Donc n'importe quel récepteur de la cellule, on peut y agir directement. Et donc on diminue la sortie de l'acide au final. Ou bien les agents qui réduisent directement l'acidité gastrique, comme les antiacides, qui réduisent directement, agents protecteurs de la muqueuse. Bon, antisécrétoires, donc on peut les regrouper soit en antisécrétoires ou bien anti-acide, donc inhibiteur de la pompe à protons, on bloque la sortie des protons. Les anti-H2, ils bloquent un récepteur, et les anti-acides, ils vont directement sur l'acide gastrique et la neutralisent. Regardez ici. Donc c'est comme un exemple si possible, on va ingérer les bicarbonates, ça peut tamponner. Donc c'est le mode d'action.
Ensuite, nous avons des agents protecteurs, des pommades, des topiques gastro-duodénales qui sont capables de tapisser la paroi et la protéger. Soit on a des pansements anti-acides ou bien des analogues de prostaglandine. Très bien. Donc ce sont ça, là les trois grands mécanismes d'action pour protéger et diminuer l'acidité de l'estomac. Soit au niveau de la cellule, soit au niveau du chyme gastrique, ou soit au niveau de le gel protecteur. Et donc, tout cela, ils font partie des médicaments anti-acides. Et les médicaments antisécrétoires, ce sont des médicaments surtout anti-ulcéreux. C'est bon? Donc regardez Ouais. ici en bas à droite, Mm. vous avez l'image qui résume tout. On a soit l'antihistaminique, ou bien le prostaglandine E, ou bien l'inhibiteur de proton, qui va bloquer la sortie de H+. Ensuite, nous avons les pansements ou bien les topiques qui vont protéger la cellule. C'est bon? Très bien. Oui. Donc les médicaments antisécrétoires comme l'anti-H2, l'IPP, anticholinergétique pour bloquer le système nerveux, et le parasympathique, antigastrinique pour bloquer la gastrine, les prostaglandines, etc. Les antiacides et les pansements gastriques comme Gaviscon, Gelox, Malox, etc. Ce sont des pansements qu'on va... البروستاغلاندين Non. البروستاغلاندين تيعاوننا في البروتكسيون Ah, كناخذ حنا كنعطيو دي ah, ميديكمون انالوغ voilà, للبروستاغلاندين. voilà. Pour augmenter la protection des cellules. Donc le choix d'un ulcéreux, il dépend de l'atteinte, vous vous rappelez déjà du schéma. Donc supériorité antisécrétoire directement, on priorise les IPP par rapport aux anti-H2 en première attention. Par contre, il y a certains cas où on ne peut pas prescrire un IPP. Par exemple, lequel? Donnez-moi un exemple. زولينجر. Le syndrome de Zollinger, Zollinger-Ellison. Mais c'est quoi le syndrome de Zollinger-Ellison? كان عندك دي زولسير اللي هما غير Réitération كثار بزاف. بزاف Mais, mais, ديودينال. mais quelle est la cause? Le syndrome de Zollinger-Ellison, il dit que les ulcères à répétition, هذيك دي غاستين شنو يدير بزاف زعما. c'est un cancer à gastrine qui synthétise la gastrine. Donc tu peux stimuler en excès l'estomac, donc des ulcères. Donc prescription d'IPP ne peut pas se faire sans endoscopie préalable, sauf deux situations. Si l'individu il présente déjà le reflux gastro-œsophagien, sans signe d'alarme. Donc s'il y a seulement le reflux gastro-œsophagien, on prescrit les IPP. Ou bien en prévention des lésions induites par les AINS, dans le cadre de la coprescription. Ce sont les deux seules situations où immédiatement on prescrit un IPP. Mais d'abord, on doit étudier la muqueuse gastrique. Parce que si on trouve un cancer, l'IPP il sera inefficace, par exemple. C'est bon? Oui. Très bien. يا سين جوج طور ما سمعتهمش لحظة. محمد عاود ليه. دينغ. دابا انا قال لك سميتو قال لك امتى كنعطيو لي زي بي بي دابا لا هي الثانيه راه كنا ديجا شناها في سميتو شفنا ديجا شناها قبيله لي زاينس ويلا دابا لي عاود زايناس قلنا ديما كنحطو معاهم لي زي بي بي ماشي دايما بور بريفون mais dans le cadre du risque un individu à risque voilà كنديروا la coprescription باش نبريفينيو هذوك لي انديفيدو ريسك حيت ديما يكون ديك لي زيفي انديزيرابل كنعطيو هاد والاخرى قال لك سميتو الا كان عندك ان غوفلي غاسترو اوزوفاجيان تيبيك ولكن ما عندك حتى شي سين دالارم ديك الساعه خصك تعطيه لي زي بي بي on prescrit les IPP directement sans endoscopie mais normalement on doit étudier la muqueuse gastrique pour savoir est-ce que l'IPP va être efficace. C'est bon? Ça. Très bien. Les antiémétiques. Donc les antiémétiques, on veut inhiber les vomissements. Donc qu'est-ce qu'on va inhiber à votre avis? N'importe quel acteur au niveau des vomissements. Soit le centre nerveux, soit les muscles de l'abdomen, soit on augmente par exemple la tonicité du cardia, etc. Donc ce sont des mécanismes d'action pour diminuer les vomissements. Donc les muscles de l'abdomen, là vous vous rappelez, avant de vomir, les muscles de l'abdomen ils se contractent une contracture vraiment très intense pour être capable de vomir. Ou bien le système nerveux est chef d'orchestre. Donc si on l'inhibe, on va atteindre la propriété antiémétique, mais on va l'inhiber spécifiquement, on va pas inhiber n'importe quoi. Et ensuite, on va inhiber le relâchement de la cardia. Ça veut dire que la cardia elle va rester fermée pour ne pas induire le vomissement et les remontées, etc. C'est bon? Donc, donne-moi les mécanismes d'action en général. Donc, qu'est-ce qu'on donne? Donc, qu'est-ce qu'on donne? Des médicaments qui vont inhiber le centre réflexe des vomissements, soit des récepteurs, des inhibiteurs de dopamine. La petite GABA ou stimulateur, ياكم. هو اللي نبيت GABA ou l'inhibiteur. GABA ou l'inhibiteur.
Donc, on a dopamine. Bon, on va inhiber l'action au niveau du système nerveux central, le centre réflexe des vomissements. Et lorsqu'on inhibe, donc on bloque, on atteindra les antiémétiques. Donc, comme vous voyez, ce sont plusieurs centres d'action. Soit le message sensitif, bien sûr, il est induit par le pharynx, tube digestif, péritoine, etc., lors d'une irritation qui peut induire le vomissement. Et si on agit à ce niveau-là, on va arrêter l'influx nerveux et donc on va pas simuler les conséquences. Ou bien on peut directement aller au niveau ce qu'on veut, comme on a dit, soit les muscles, les myorelaxants, donc les muscles sont incapables de se contracter et d'induire le vomissement. Ou bien, comme on a dit, les sphincters, ils vont rester fermés, donc ça ne va pas induire le vomissement, etc. Ensuite, la grande famille, c'est le traitement du diabète. Donc le diabète, avant qu'on parle d'un traitement du diabète, on doit d'abord parler d'une chose. Laquelle, à votre avis? واش تيب 1 2 Très bien. C'est quel type de diabète? Parce que le diabète type 1 n'a pas le même traitement que le diabète type 2. Le diabète type 1 n'a qu'un seul traitement. Diabète type 2, on a plusieurs. Très bien. injecter de l'insuline. Diabète type 1, injection il a d'insuline. besoin de l'insuline. On ne peut pas lui donner les antidiabétiques. Mais le diabète type 2, on va maintenant essayer de comprendre comment agissent les antidiabétiques oraux, ou bien les antidiabétiques en général. La famille des biguanides, vous vous rappelez? La metformine? Ouais. Très bien. Hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons les glucides complexes, ils rentrent au niveau du corps humain, ils disséminent, et au niveau du pancréas, ça synthétise l'insuline. Mais l'individu diabétique, type 2 surtout, on va pas parler de type 1, parce que type 1, c'est juste l'insuline. Donc, le diabète type 2, il a une hyperinsulinémie réactionnelle, mais qui est inefficace. Ça veut dire qu'il ne peut pas agir au niveau des cellules, parce qu'il a une insulinorésistance. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est soit diminuer cette insuline, donc on diminue l'insulinosécrétion, c'est le cas des sulfamides, des incrétinomémétiques, etc. Ou bien on contre l'insulinorésistance. Donc les biguanides, ils vont aller au niveau des cellules et favoriser l'expression des récepteurs de l'insuline. Parce que vous vous rappelez, je vous ai expliqué que l'insulinorésistance, elle se produit quand? D'abord parce qu'il a la graisse qui diminue le flux sanguin, etc. Mais aussi dû au phénomène de l'internalisation des récepteurs. Ça veut dire que même si l'insuline est présente au niveau du sang, elle est inefficace. Elle augmente la production de glucose. Donc, c'est pour ça qu'on craint le risque d'hyperglycémie des antidiabétiques oraux. Faites très attention. Et les inhibiteurs de SGLT2, c'est un autre médicament qui permet de contrer la réabsorption de glucose au niveau des reins. Donc, au niveau des reins, vous vous rappelez, quel était le seuil pour l'apparition de la glycosurie? 1,8. 1,8 grammes par litre. Mais nous, le médicament, il va inhiber la réabsorption de glucose. Ça veut dire qu'il va induire une glycosurie. Et ça va contrer l'hyperglycémie chez le diabétique. Donc les antidiabétiques, il y en a plusieurs types. Et chacun, il agit dans un site d'action différent. C'est bon? دابا هاد الانيبيتور ديال SGLT Ah, LT فين كاين هذا اللي كينيبي الريابسوربسيون ديال الجليكوز Fleurin. Il induit que l'individu, il urine le glucose. Il ne va pas le réabsorber. فهمت C'est bon? آه. Donc voilà. Les types دابا في d'insuline. الباثولوجي دابا في الباثولوجي Ah, هو كيغيابسوربي كيخلي تكون عندك غيابسوربسيون باش تزاد الجليسيمي لا ولا كيخلي الجلوكوز يخرج. كيخليه يخرج. الباطو. نعم. في الباطو ولا في النورمال في النورمال. نورمال حيت ديال هذاك le الشيء اللي قلت صافي هادشي هي هذيك. Donc les types d'insuline, il y en a plusieurs. Les types insuline basale, ça veut dire qu'il le prend une fois par jour, le matin ou le soir. Ou bien les NPH, ça veut dire qu'il doit le prendre 2 fois par jour par exemple. Et les insulines ultra rapides, qui doivent être prises lors le repas. Donc, هادو sont les types d'insuline chez les individus, les type 1 bien sûr, mais chez type 2. Donc, مين ثاني نعم. Ultra rapide, insuline ultra rapide, pour couvrir le repas. هذيك Et c'est comme si on mimait l'insuline normale. C'est bon? هذيك الثالثه هذيك الثالثة. الأولى انسولين بازال اللي كيعطي une ثانية dose ثانية une dose ديال pendant toute la journée. صح Donc, والثانية الثانية NPH. NPH, au moins 2 fois par jour. 2 fois par jour, c'est à peu près comme les insulines basales, mais tout de même خاصك renouveler. مرة واحدة أخرى. Voilà. بحال قلتي كنشوفوا هذاك
اللي غاجي بالزربه غيهبط لنا الجليسيمي بالزربه ولا غادي ياك بحال هكا. اه سا ديبون ديال الانسولين اسكو اجي في النهار كامل ولا بالزربه وكتمشي. دونك بالزربه وكتمشي سي كوم l'insuline humaine. Donc elle est ultra rapide et doit se prendre avec le repas. C'est bon? Ouais. Donc dans les traitements il y a les insulines chez le diabète type 1. Donc les antidiabétiques maintenant hors insuline, on peut soit avoir les autres médicaments اللي هضرنا عليهم دابا. هادو كاملين كاينين. La metformine, l'inhibiteur de SGLT qui va augmenter la glycosurie, les incrétinomimétiques qui va l'inhibiteur de la DPP4 qui va bon, augmenter l'insuline. Non, on veut diminuer l'insuline, mais bon. Inhibiteur des alpha-glucosidés pour diminuer l'absorption des glucides au niveau de l'intestin, pour diminuer la glycémie, etc. Donc les antidiabétiques, il y en a plusieurs types. Donc voici oui. معلي صافي Donc voilà un ميتفورمين schéma. كتبقى تكون الجلوكوز Ah, pour décontrer باش la glycémie. Non? باش Probablement inhiber la néoglucogénèse ou la glycogénolyse ou la ما تعرف اللي بغيتي. يعني بكل شيء. inhiber اللي كتصاوب لك الجلوكوز. Donc voilà. Donc à chacun son traitement. Dans le cas du diabète type 1, comme on a dit, on prend seulement l'insuline. C'est ça le traitement de l'individu. Donc l'insuline type 1, donc c'est à peu près la même chose. Comme on a dit, donc les insulines, on a plusieurs types. Mais ensuite, le diabète type 2, et on a plusieurs molécules. Soit les types metformine, pour diminuer la synthèse des glucides, soit les sulfamides, soit les inhibiteurs de alpha-glucosidés, etc. Donc on vient de voir tout ça. Donc les antidiabétiques, le cas du diabète d'insuline non insulinodépendant, donc on peut soit faire une monothérapie, ça veut dire on donne seulement la metformine, ou bien une bithérapie, on donne la metformine associée à quelque chose. Donc soit la metformine associée au sulfamide, pour augmenter l'efficacité par exemple, et le risque on diminue. Donc les associations, pour augmenter l'effet. Mais il faut faire très attention surtout au coût. Flous. C'est un peu difficile de prescrire un traitement permanent associé parce que c'est coûteux, surtout dans le cadre des maladies chroniques. Le diabète, c'est une maladie chronique. C'est bon? Voilà. Ou bien on peut même faire la trithérapie, mais elle est encore en étude et bien sûr, elle n'est pas accessible à tout le monde. Ensuite, nous avons les antibiotiques. Les antibiotiques. Oui. Ça. C'est bon? Voilà, Eh très oui. bien. Ensuite, nous avons les antibiotiques. Donc, rappelez-moi les antibiotiques que vous connaissez. ما طلعوها شحال كاين من هذا. وياك لي سيكلين اجل لا دي ان لي سيكلين وماكروليد ديما نجمعهم بجوج حيت بجوج بحال نحسب سيكلين وماكروليد. زيد شنو اخر بداو لي باغ اوردر كي اجيس او نيفو دو لا باغوا اللي بيتا لاكتامين لي بيتا لاكتامين. نعم بنسلين وبنسلين راه داخله في بيتا لاكتامين. اي لي راه جليكوبيبتيد و ممبران هادو ملي كيجيو سولا هذوك كيأجيو في لا باغوا. بيتا لاكتامين و جليكوبيبتيد مزيان حيت الجليكوبيبتيد عندهم ممبران كاين واحد الزوج عندهم سميه معنكشه مومبغان كاين هذاك نيتروفيرين وبوليبيبتيد. نيتروفيران وبوليبيبتيد. لا بوليبيبتيد ماشي على الأدي إن. مهم لا بوليبيبتيد لا مومبغان. Vous vous rappelez qu'on classifiait les antibiotiques. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Les antibiotiques, il y en a plusieurs. Et vous vous rappelez, on avait vu des courbes des antibiotiques temps dépendants et concentration dépendants. Qui peut me rappeler ça dépendait de quoi? Quelle propriété? Les jawab عليها عندنا نقطة دابا. يلا. شنو هي؟ C'était quelle propriété qui induisait qu'un antibiotique était temps dépendant alors que l'autre était concentration dépendant. Ça veut dire que واحد دغيا كيتابسورب كياجي وكيمشي وواحد كيتعطل. Quelle était la différence بيناتهم? C'était une propriété مختلفين فيها. يلا. شكون انت قال؟ قاري هذاك العام ولا هذا العام؟ هاد العام قريناها. يلا في الكور ديال الفارماكوسينيتيك. ها محمد ما حضرش لي مقدرش أنا يجاوب الشيء. مسكين. زيدنا واحد النقطة. فوليوم ديستريبيسيون زي 6.5 لا ماشي فوليوم ديستريبيسيون. عاود والله ما سمعت السؤال اش عاود السؤال مزيان. Il y avait une propriété chez les antibiotiques qu'ils induisaient qu'ils devenaient soit temps dépendants
ou bien concentration dépendante? Laquelle? La lipophilie. La lipophilie. Ah, La lipophilie induisait qu'un antibiotique rapidement il agissait et il serait dégradé, ou bien l'hydrophilie, s'il était hydrophile, il restait au niveau du sang et donc il agissait lentement. C'était une propriété très importante qui nous permettait de la différence. Donc bien sûr, on regroupe les familles, soit les bêta-lactamines, aminosides, phénicolées, tétracyclines, les macrolides, glycopeptides, quinolones, etc. Et surtout en fonction de leur spectre. Est-ce que le spectre large, spectre étroit, etc. Activité bactériostatique, bactéricide, donc c'est très important. Donc rappelez-vous, les antibiotiques ont distingué deux types, soit temps dépendant, ça veut dire qu'ils agissaient une longue durée, ou bien concentration dépendante, ça veut dire qu'ils agissaient un pic rapidement et disparaissaient. Ceux qui avaient un pic, c'était les médicaments, surtout lipophiles, qui passaient directement au niveau des tissus, agissaient et dégradaient. Donc l'activité concentration dépendante, l'activité de l'antibiotique, elle est dépendante de la concentration, elle était obtenue rapidement après l'administration, et voilà. Et du rapport entre cette concentration maximale et le pic et le CMI. Par exemple, les aminosides et les fluoroquinolones, vous vous rappelez donc les deux tableaux. واحد كان زرق واحد كان ليموني. زرق على اليسار هما les hydrophiles, على اليمين هما les lipophiles. Ensuite, nous avons les antibiotiques temps dépendants, donc qui étaient très hydrophiles, donc ils restaient au niveau du sang et ils subissaient une distribution lente, etc. Donc dépendante du temps, par exemple les pénicillines, céphalosporines, etc. Donc voici un tableau qui résume tous les antibiotiques, bactéricides, pénicilline, céphalosporine, donc dans les bêta-lactamines qui agissent sur la paroi, les aminosides sur l'ADN, fluoroquinolone ADN, voilà. Les polypeptides, je pense pas, polypeptides, c'est un paroi. Métronidazole, واش يدير مونبران membrane. Membrane, regarde, je sais pas, un habile. Trimétoprime, sulfure, etc. Bloque la synthèse d'acide folique, donc les ribosomes, etc. Vancomycine, tétracycline, chloramphénicol, macrolide, lincosamide, etc. Les antibiotiques. Donc, les antibiotiques, quelle est la conduite à tenir lors d'une infection, avant de l'isoler, et si par exemple l'infection est grave, on lui donne quelque chose qui s'appelle un traitement probabiliste. C'est quoi un traitement probabiliste? À votre avis, فاش كتسمعوا هذه الكلمه شنو كتفكروا؟ على حسب السيت دانفيكسيون ولي سين اسوسيي كنا عندنا كنستعملوا واحد لي زونتيبيوتيك اللي كيكون سبيكت ديالهم كبير بزاف باش Voilà. Donc c'est une association d'antibiotiques qui ont un spectre large et dans la plupart des cas, ils tueront la bactérie, quelle que soit la bactérie, ou bien l'agent infectieux. Donc c'est le traitement Avec une dilo- probabiliste, l'antibiothérapie probabiliste. Mais dans le cas où on isole la bactérie, donc dans ce cas, on va l'étudier pour donner un antibiotique spécifique. C'est bon? Ouais. Ensuite, nous avons les médicaments cardiovasculaires qui peuvent agir au niveau du cœur ou bien au niveau des vaisseaux. Et on les regroupe en plusieurs familles. Les antihypertenseurs, ceux qui agissent sur l'hypertension artérielle, ceux qui agissent sur le cœur, sur l'insuffisance, comme les anti-angineux, anti-ischémiques, hypolipémiants. L'insuffisance coronaire, ça veut dire dans le cadre de Longor. L'insuffisance cardiaque, on va les donner des inotropes positifs pour augmenter la contraction et augmenter le débit cardiaque. Les vasodilatateurs, les bêta-bloquants. Les troubles du rythme, on va donner des anti-arythmiques. Les anti-arythmiques, comment ils agissent? Ils vont agir au niveau des pompes des ions, les canaux ioniques, pour rétablir le rythme normal. Parce que le rythme, il avait un lien direct avec les mouvements des ions, les entrées et les sorties. Parce que vous vous rappelez que la physiologie cardiaque, chaque phase se caractérisait par un ion qui rentrait et un autre qui sortait. Donc les anti-arythmiques, ils visent à traiter ces mouvements des ions pour rétablir le rythme normal. Dans le cas de la valvulopathie, son traitement est surtout chirurgical. On va lui donner un implant, une valve artificielle. Dans le cas de la pathologie veineuse, on va lui donner des antithrombotiques, dans le cadre des thrombophlébite, pour éviter la synthèse des cailloux, la formation des cailloux, ou bien les vénotoniques, pour favoriser le retour veineux. Dans le cadre de la pathologie artérielle, comme l'hypertension, on donne les vasodilatateurs, ou bien les antithrombotiques, etc. Donc la particularité des médicaments cardiovasculaires, un même médicament peut avoir plusieurs effets, comme les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants peuvent être des antihypertenseurs, des anti-ischémiques, des protecteurs myocardiques et des anti-arythmisants.
Donc pour traiter l'arythmie. Donc c'est ça la caractéristique des médicaments cardiovasculaires. Comme les AINS. Les AINS ont plusieurs effets à la fois. Ainsi que les inhibiteurs de l'enzyme convertase de l'angiotensine. Ils peuvent avoir des effets antihypertenseurs. Parce que l'angiotensine, vous comprenez très bien, ça induit la vasoconstriction, ça induit la rétention hydrosodée, hypertension artérielle, blablabla, n'est-ce pas? Ouais. Propriétés Ouais. anti-ischémiques, propriétés cardioprotectrices, propriétés néphroprotectrices, etc. Donc ça aussi, les médicaments, ils ont plusieurs indications et plusieurs effets. Donc les médicaments, les classifie. Les catégories des médicaments cardiovasculaires répertoriés ont anti-agrégants, dans le cadre de traitement des thrombophlébites par exemple, les anticoagulants oraux, c'est à peu près la même chose, les dérivés nitrés, comme le monoxyde nitré, ou je vois nitrate شنو هو NO4 لا NH4 nitrate لا ماشي ال انا شكات لا لا هو نيتريت الان او NO هو اللي كنعطيوه يمكن نعطيو لي باسيون ملي كيكون عندهم اندوران ستال باش كيديرهم فازو ديلاتاسيون ديال لي كوان. دونك هو المونوكسيد دازوت ديك النيتريت نيتريت هو المونوكسيد دازوت. يكون عنده شي علاقه به. Donc, vous vous rappelez que le monoxyde d'azote avait une propriété vasodilatatrice. Les hormones physiologiques cardiaques, l'amylifate. Donc, on peut les donner pour مونوكسيد traiter دازوت monoxyde d'azote. Hmm. Ensuite, nous avons les bêta-bloquants. Nous avons pour inhiber le système sympathique et induire la vasodilatation. Les anticalciques pour traiter un trouble du rythme, par exemple. Les inhibiteurs de l'enzyme convertase, les diurétiques, les antiarythmiques, les hypolipémiants, etc. Donc, hypolipémiants pour diminuer le risque des lipidiques pour qu'elles se rompent pour les hashimosh etc. C'est bon? ديسليبيدين Et dyslipidés. Donc, les tonicocardiques, comme on a dit, qui agissent au niveau du calcium pour augmenter la contractilité, vous vous rappelez? Donc, les inotropes positifs, ils augmentaient la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique. Et c'est ce qui induisait l'inotrope positif. Donc, c'est le mode d'action des tonicocardes, n'est-ce pas? فين كيأجيو دابا التونيكا Tonicocarde, il stimule la sortie du calcium dans le réticulum sarcoplasmique. هتلقاه هنايا هاد les médicaments. من المسك. كيستيو سورتي دونك كيعاونو كونتراكت Oui, les tonicocardes, il augmente le tonus cardiaque, la contraction. Ouais. Voilà. صحاب لي وقع حنا في اونتي عاوتاني Là, là, là. Les antihypertenseurs d'abord. Hadi on veut diminuer la pression. Donc, on va la Oui. diminuer par n'importe quelle méthode possible. Soit diurétique, ou bien on diminue la contraction. Tout simplement. Donc, soit on diminue le volume, soit on diminue la résistance, donc vasodilatateur, voilà. Ou bien diurétique pour diminuer la volémie. Vous vous rappelez? Ouais. C'est bon? Ou bien on diminue le rythme cardiaque. Parce que si on diminue le rythme cardiaque, on diminue le débit. Et si on diminue le débit, on va diminuer alors la pression artérielle. Donc le débit, on va donner des médicaments relaxateurs, mais bien sûr surveiller. Parce qu'on ne veut quand même pas qu'il meure. Parce que si le cœur il fait une bradycardie, syncope, oh, il va tomber, fracturer le crâne et il va mourir. Donc bien sûr, il faut faire le suivi et faire très attention lors des prescriptions de ce type. Et je pense que nous avons de prescrire des médicaments. C'est pour les spécialités cardiologues. Mais bon. كارديو Oui. Les antihypertenseurs, encore une fois, nous avons soit les antihypertenseurs centraux, comme les bêta-bloquants, qui vont agir au niveau du système nerveux et l'inhiber, ou bien les antagonistes de l'angiotensine, donc inhibiteurs de l'angiotensine 2, les ARA2, les antirécepteurs angiotensine 2, les ARA2, ou bien les inhibiteurs de l'enzyme convertase, etc. Ou bien les diurétiques. Donc vous avez déjà compris le mécanisme d'action des antihypertenseurs. On l'a déjà vu l'amylifate plusieurs fois. Donc système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc est-ce que c'est nécessaire que je vous rappelle enzyme de convertase, tu vois. que je vous rappelle chacun مليون مرات Donc je pense là j'ai le baraka, mais quand même on répète une dernière fois. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du corps humain? Le rein, il synthétise une enzyme appelée la rénine. Parce que le rein, il a une activité endocrine, notamment la rénine, l'érythropoïétine et le vitamine D. Le vitamine D sous forme de calcitriol. C'est bon? Calcitriol, très bien. Donc, le rôle du rein endocrine. La rénine, c'est elle qui stimule la dégradation de l'angiotensine en angiotensine 1. L'angiotensine 1 n'a pas de propriété active notable dans ce cadre. L'angiotensine 1, elle va être dégradée en angiotensine 2 sous l'effet de l'enzyme convertase.
l'enzyme convertase de l'angiotensine, ECA, ou les ACE, ACE. هنشناها ACE بالفرنسي. Donc, cette l'angiotensine 2, c'est elle qui a les propriétés actives qu'on connaît. L'angiotensine 2, elle induit la contraction des vaisseaux, elle induit la sécrétion de la DH pour la rétention hydrosodée, elle induit la sécrétion d'aldostérone pour la rétention hydrosodée, et elle-même, elle induit la rétention hydrosodée. Tout cela pour augmenter la volémie, pour augmenter la contraction musculaire, pour au final augmenter la pression artérielle. Donc, c'est le système rénine, angiotensine, aldostérone. C'est bon? Très bien. Ensuite, nous avons les diurétiques. Les diurétiques, il y en a plusieurs types, ceux qui vont agir à différents niveaux. Soit les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, pour ne pas réabsorber l'eau dans le tube proximal, soit des diurétiques de l'anse, pour diminuer la réabsorption de l'anse de Henle, soit les thiazides, qui vont agir sur le tube distal, qui vont inhiber la réabsorption encore une fois, et les épargneurs de potassium, pour ne pas encore une fois réabsorber de l'eau au final. Donc, ils agissent sur n'importe quel lieu où il se produit la réabsorption d'eau. Donc, les diurétiques de l'anse, oui, oui, les thiazides. جازين Thiazides. جلي Donc, les diurétiques thiazides, comme on a vu, ils agissent sur le tube distal. Les diurétiques de l'anse, ils agissent sur l'anse de Henle, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, ils inhibent la réabsorption au niveau du tube proximal. Les anti-aldostérone, comme le nom indique, anti-aldostérone. Donc, ils vont inhiber l'action de l'aldostérone, ce qui va induire l'arrêt de la sécrétion de potassium et réabsorption de sodium et de l'eau. Et donc, les urines, elles vont contenir plus d'eau que la normale. Donc, les diurétiques, comment ils agissent. Mais autrement dit, on peut aussi avoir des... Voilà, ils inhibent aussi les aquaporines. C'est aussi un mode d'action. Donc, si on inhibe la synthèse des aquaporines ou bien leur extériorisation, vous vous rappelez du mode d'action des ADH. 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 Oui. Normalement, l'aquaporine qui était internalisée, elle s'exprimait au niveau de la paroi. Donc, ces médicaments diurétiques vont faire l'inverse. Ils vont bloquer l'extériorisation ou bien l'expression des aquaporines. On a les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, je pense, ils bloquent le système sympathique et donc les conséquences kamlin هما اللي بانوا لكم. Donc effet inotrope, dromotrope, chronotrope négatif, ils peuvent induire le bronchospasme, ils peuvent induire système nerveux central si haute l'hypostobilité sédation parce que ils peuvent induire l'hypoglycémie parce que le système sympathique c'est lui il est aussi responsable de l'hyperglycémie. Il peut induire la bradycardie auriculaire, auriculoventriculaire, etc. Donc, les bêta-bloquants, donc ils diminuent l'activité du système sympathique et vous connaissez déjà les effets du système sympathique. C'est bon? Oui. Très bien. Les antagonistes calciques, donc ils inhibent la sortie du calcium, donc pour diminuer la contraction, inhiber la contraction, les antagonistes calciques. Donc, dans le cas, par exemple, dans le cas inverse, nous voulions diminuer la contractilité du cœur, donc on va donner des antagonistes calciques, des inhibiteurs de la contraction, qui vont arrêter l'internalisation du calcium. Regardez les inhibiteurs calciques en haut, et le calcium ne va plus rentrer, ce qui va diminuer la contraction musculaire à l'intérieur de la cellule, soit au niveau cardiaque, soit au niveau de l'autre part, ça dépend de l'effet recherché. Donc les inhibiteurs calciques sont capables de se fixer sur ces canaux ioniques, et ces canaux ioniques deviennent inefficaces ou bien non fonctionnels, ce qui va inhiber l'entrée de le calcium. C'est bon? Et l'effet thérapeutique, c'est la diminution de contraction. Et voilà, c'est pour cela le choix de l'anti-hypertenseur, il varie. Soit on choisit des diurétiques, soit on choisit des bêta-bloquants, soit on choisit des anticalciques. Ça dépend d'il plusieurs choses, comme on a dit. C'est un faisceau d'arguments et un faisceau d'idées qu'on regroupe. Parce que, comme on a dit, la prescription, elle ne doit pas se faire en 5 minutes. La prescription, c'est un acte réfléchi. Non, Mohamed. رجع شحال تقول من هذيك علاش دايرين نتوما ديك الانتي انفلاماتوار Fin. نو ستيرويد Anti-inflammatoire, non stéroïdien. ديريفي نيتري بتا دو ميميتيك Dérivés nitrés. حتى هما عندهم une propriété active concernant هذا l'effet. Dérivé nitré, il a secondairement, il peut diminuer lui aussi l'activité musculaire. Bêta 2 mimétique, je pense l'inverse. Bon, je ne sais pas exactement bêta 2 mimétique, normalement il devrait augmenter, mais voilà. Donc il y en a qui vous disent que la cellule au final, les différents sites d'action, les cellules du myomètre. par exemple.
المهم كاملين كيف الاخر كينيبوا لك الكانو لا كالسيك هما ماشي كاملين كاينين غير فقط. l'inhibiteur du canal calcique il diminue le calcium ce qui va immédiatement diminuer la contraction. واش تحبس لي الصوت الو صافي كنسمعك تبقى voilà على l'inhibiteur calcique qui دخل الكالسيوم qui bloque le calcium donc le muscle باش يتكونتراكتا il ne va rien trouver donc pas de contraction. هذا هو اللي بغينا نقول les هما antagonistes calciques. Voilà. كانوا Donc pour au final, comme on a dit, la prescription c'est un acte réfléchi où on doit bien étudier le patient et reconnaître tous les facteurs pour être capable d'évaluer le rapport bénéfice-risque, pour être capable de donner de donner une prescription optimale et d'éviter la catastrophe, comme toujours, de ne pas nuire au patient. Donc le choix de l'antihypertenseur, comme on a dit, il dépend de l'organe, il dépend de l'atteinte, il dépend de le patient, les terrains à risque, etc. C'est bon? Donc voilà, c'est tout concernant le dernier cours de la pharmacologie, les grandes familles de médicaments. Donc voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, si vous avez profité de quelque chose, n'hésitez pas à laisser un like, un joli commentaire, vous savez, ça fait toujours plaisir. Partagez si possible, c'est aussi pour aider vos camarades, qui sait, cette vidéo peut faire la différence. Et voilà, sur ce, on se verra bientôt.